Et nous sommes en direct. Bonjour. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour à tous. Bienvenue au live meeting de Cellule Opaque organisé par l'ITA, la plateforme d'investissement responsable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau live. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je me présente. Je suis Émilie Brosseau, responsable de levée de fonds chez l'ITA. Et on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Olivier et Audrey Mas, dirigeants de la PME Cellule Opaque. Merci à tous les deux d'être avec nous. Avec plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors du coup, on attend du monde ce midi. Plus d'une centaine d'inscrits à ce live meeting. Donc on va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Bonjour Julie. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil Livestorm, vous avez accès en bas à droite de votre écran au chat dans lequel vous pouvez interagir, nous dire bonjour, voilà, nous poser quelques questions, aussi nous dire d'où vous êtes connecté, si vous avez déjà investi dans Cellule Opaque, car c'est une seconde levée de fonds qui est effectuée sur l'ITA pour l'entreprise. On va vous en dire plus tout de suite. N'hésitez pas aussi à nous confirmer que vous nous entendez bien, vous voyez bien la présentation. Vous avez aussi un onglet questions qui est dédié, donc je vous invite vraiment à poser vos questions tout au long du live dans cet onglet pour être sûr qu'on puisse y répondre en deuxième partie de cet événement. Donc pour rappel, le déroulé de cet événement, c'est Cellule Opaque, donc les dirigeants qui vont présenter l'entreprise, se présenter également et rappeler un peu le contexte de la levée de fonds sur l'ITA. Et ensuite, on pourra passer à un échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est l'opportunité unique de poser vos questions en direct avant d'investir. Pour rappel, Cellule Opaque est en levée de fonds et en phase de pré-collecte sur l'ITA. Donc, c'est un moment où vous pouvez réserver votre place pour investir dans le cadre du coup d'une augmentation de capital global de 2 millions d'euros, dont 700 000 euros sont ouverts aux particuliers via l'ITA. Donc, c'est la première fois que Cellule Opaque ouvre son capital aux citoyens particuliers. C'est vraiment une opportunité super. L'ITA a aussi le plaisir d'accompagner aujourd'hui et l'ouverture des souscriptions est prévue très prochainement. On a déjà 700 000 euros du coup qui sont réservés par près de 400 personnes dont vous faites sûrement partie. Merci beaucoup pour votre engouement. On voit qu'il y a un vrai soutien, un vrai attrait pour le projet. Donc, n'hésitez pas à réserver votre place aussi si vous ne l'avez pas encore fait, car ça ouvre très prochainement. Bonjour à toutes et tous. Merci Elsa et Coralie d'être présentes. Je pense que je vais vous passer le micro, Audrey et Olivier, si c'est bon pour vous. Oui, c'est bon pour nous. Super. Bon, on aimerait donc du coup vous présenter un petit peu le contexte de la société, puis vous expliquer un petit peu dans quel contexte on se développe aussi aujourd'hui. Donc, avant toute chose, l'idée, c'est de poser les choses et de faire un constat sur les problématiques liées à la pollution plastique. Nous, c'est le constat qu'on a pu faire à la création de l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de déchets plastiques qui sont générés par l'emballage. 60% de la pollution, enfin des déchets plastiques, sont liés à l'emballage. Et ça génère énormément de pollution, comme vous le savez, puisque ce sont des matériaux qui ne se dégradent pas, en tout cas très très peu ou très faiblement dans le temps, et surtout qui polluent très fortement nos océans. Donc la cellulose moulée nous est apparue comme une alternative vraiment durable, fiable, puisque biodégradable, recyclable et très largement recyclée, puisqu'on connaît, je pense tous et toutes, la fameuse boîte à œufs, qui est faite à partir de carton recyclé. Mais ce qui nous a intéressé, nous, dans la cellulose moulée, c'est la formule haute densité. C'est des produits qu'on peut faire vraiment en très haute qualité. On en parlera plus tard dans les slides. Mais c'est vraiment cette partie-là aussi, cette valeur ajoutée qu'on pouvait apporter sur le marché en allant vraiment remplacer des emballages plastiques. La cellulose moulée, c'est une origine bois. C'est la cellulose de bois qu'on utilise chez Cellule Opaque, qui est d'origine française ou nord de l'Espagne. Tous nos appros, quels qu'ils soient, ils sont faits à moins de 1000 km de nos usines. C'est vraiment un engagement très fort pris par l'entreprise. La pâte qu'on utilise aussi, la pâte à bois qu'on utilise, elle est certifiée PEFC, c'est-à-dire qu'elle vient de forêts qui sont protégées et durablement gérées. C'est très important, évidemment, d'être aussi dans cette durabilité et d'utiliser nos ressources qui va être renouvelée et sans cesse replantée.
Comme je le disais, nous, ce qui nous a intéressé, c'était la partie cellulose moulée haute densité, donc une technologie vraiment très innovante, assez peu répandue en Europe, puisqu'aujourd'hui, on n'est que 5 fabricants en France à proposer ces solutions-là, et ça permet vraiment de remplacer le plastique sur des emballages très premium et de très haute qualité. Dernier point, et non des moindres, c'est qu'on propose des solutions qui peuvent vraiment remplacer le plastique de manière simple chez les industriels, puisqu'on peut vraiment venir sur leurs lignes de conditionnement qui sont aujourd'hui automatisées. Ils sont habitués à utiliser des barquettes en plastique depuis des décennies. Donc, ils ont des chaînes de fabrication qui sont parfaitement rodées. Et l'idée, c'est de venir remplacer ces solutions plastiques par nos solutions sans faire d'investissement majeur, sans venir tout changer chez l'industriel. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort aussi de la cellulose moulée haute densité. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais si rapidement, en termes d'empreinte carbone, c'est souvent une question qui revient. Si on compare aujourd'hui le PET, qui est un plastique qui est très, très largement utilisé, notamment dans l'agroalimentaire par rapport à la pâte à bois, on voit que l'impact, le bilan carbone de la pâte à bois et des objets en cellulose est deux fois moins important à ceux des emballages en plastique, en PET. Alors, quelques chiffres clés sur Cellulopac. On a donc créé la société en 2013. Ça fait donc 12 ans. On a 2 usines qui sont toutes les deux près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. L'usine historique, celle où on a créé l'entreprise, est à Castel-Sarrazin. Et l'autre usine que l'on a ouverte il y a 2 ans est à Kamsas. Donc, les deux sont près de Montauban, un peu au nord de Toulouse. On a une petite dizaine de lignes de production et on est en train bien sûr d'investir. On va y revenir après pour agrandir notre parc machine et notre offre. On a une quarantaine de collaborateurs et un chiffre d'affaires autour de 4 millions cette année. Donc, on fait de la cellulose moulée haute densité, ça Audrey l'a dit. Voilà. Et on a tout un panel de solutions qu'on va détailler après qui vont de solutions avec uniquement de la cellulose moulée ou avec un liner bioplastique s'il y a besoin d'une étanchéité à l'eau, au gras et une résistance aux remises en température. Et on peut aussi mettre des liners plastiques, c'est-à-dire un film plastique à l'intérieur de la barquette avec un pourcentage très faible quand il y a besoin d'une grosse étanchéité à l'oxygène. Donc, on est capable de proposer des solutions sur mesure et adaptées à chaque besoin de nos clients selon les domaines. Le modèle d'affaires, donc on est en croissance continue depuis 2013, depuis qu'on a démarré. On a des clients qui sont fidèles avec un chiffre d'affaires qui est très récurrent avec eux d'année en année. Et comme on gagne des nouveaux clients, c'est bien sûr du chiffre d'affaires qui vient se cumuler. Donc, on a quand même une certaine reconnaissance du marché et de nos clients sur notre capacité à faire. On a donc, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, une seconde usine qui est à Kamsas, qui est entièrement dédiée à la production d'emballage en matière vierge, alors que la première usine, l'usine historique, est maintenant dédiée à la production en matière recyclée. C'est-à-dire que notre matière première à Castel-Sarrazin, dans la première usine, est que du papier carton recyclé. Et à Kamsas, on est uniquement sur une application pâte vierge, principalement pour l'aptitude au contact alimentaire. Dans cette deuxième usine à Kamsas, on a la possibilité d'installer 3 nouvelles lignes facilement et on a du foncier pour faire l'extension de l'usine, qui est quelque chose qui nous anime dans les années à venir. Alors, sur le profil des associés historiques, donc on est 4 personnes physiques, donc Audrey et moi. Audrey qui s'occupe du commercial et qui a rejoint la société il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. 6 ans maintenant. 6 ans maintenant, ouais, depuis 4 ans, mais ça fait 6 même maintenant. Qui a travaillé dans des fonctions commerciales et marketing avant. Moi, donc c'est moi qui ai créé la société, j'ai un profil plutôt finance-gestion. Jean-Yves Chomel, qui est un ancien responsable R&D de l'univers de l'emballage, qui était une société de distribution d'emballage, qui était présidée par Jean-Paul Marie, qui est le papa d'Audrey, et qui donc était patron de cette entreprise de distribution d'emballage. Et c'est lui qui a été à la jeunesse du projet, puisqu'il avait l'intuition, en tant que distributeur d'emballage, qu'il fallait pouvoir proposer des solutions plus écologiques et que c'est un segment qui allait être en croissance dans les années à venir. Donc, il fallait développer une offre nouvelle. Voilà, donc c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier il y a maintenant 12 ans pour créer Cellulopac.
Donc, notre ADN, vous l'aurez compris, il y a 3 piliers assez forts chez nous. Alors, l'élément central, c'est vraiment d'avoir l'innovation responsable. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur à la fois des développements sur mesure qui sont en rupture avec la celluleuse moulée dite conventionnelle. La celluleuse moulée conventionnelle, c'est la boîte à œufs, pour schématiser, où là, on a des produits, on va dire, assez bruts, assez simples, assez épais. Nous, on va aller vraiment sur un positionnement beaucoup plus, je dirais, haut de gamme et premium, même si on fait de l'agroalimentaire, ça reste des produits qui sont quand même bien finis. D'avoir aussi un engagement fort avec nos collaborateurs, c'est-à-dire que l'idée, c'est que toutes nos équipes, que ce soit R&D, qualité, production et commerciale, travaillent ensemble autour de cette innovation. Ça a donné d'ailleurs lieu à une première innovation qu'on a déposée en 2016, un premier brevet. Et on a également des projets sur le feu pour vraiment se passer à 100% de plastique. Parce que comme le disait Olivier, on a quelques solutions aujourd'hui où on n'a pas la possibilité de faire 100% de la cellulose. On est obligé d'avoir un liner, une fine couche de plastique à l'intérieur de nos barquettes pour les rendre étanches à l'eau et au gras. Mais l'idée, c'est demain pouvoir se passer de ce liner et d'avoir des solutions 100% vraiment biodégradables et sans plastique. Alors, on a constitué une équipe de direction qui est maintenant expérimentée et qui est stabilisée. Donc, Audrey et moi, ça, on vous en a déjà parlé. Le responsable d'exploitation s'appelle Christophe Terrier. Ça fait 6 ans qu'il est chez nous. Quand on a créé la nouvelle usine à Kamsas, on a créé 2 postes qui sont le responsable R&D, donc Mélanie Roumégous, qui vient de l'agroalimentaire, et Pierre Brouki, qui est responsable d'amélioration technique, et qui s'occupe aussi des investissements pour les nouvelles machines, parce qu'on a à peu près une nouvelle machine par an. Et donc, ça demande du travail c'est pas nous qui fabriquons les machines, on les installe, mais ça demande du travail de conception, de rédaction du cahier des charges pour avoir du matériel qui correspond au plus près à nos besoins et puis pour améliorer aussi le matériel qu'on a déjà. Donc, les fonctions R&D et amélioration technique, c'est 2 postes qu'on a créés il y a 3 ans quand on a démarré, quand on était dans le lancement de la nouvelle usine. Après, on a une responsable qualité qui est Valérie Willem, un responsable études et essais industriels qui est Joanne Cuvelier, un responsable maintenance et un responsable production. Donc, tout ça, c'est un staff qui est constitué, qui est vraiment très, très important. Vous l'imaginez bien, puisqu'on est dans un métier de niche avec pas d'école de formation pour ces métiers-là. Donc, tout doit être acquis chez nous, tout ce qui est propre à la cellulose moulée haute densité. Et donc, c'est clair que quand on a des gens fiables, investis et compétents, bien entendu, il faut capitaliser sur ces gens-là pour faire la croissance de demain. Donc voilà, donc le staff est conséquent aujourd'hui par rapport à notre taille, mais il est taillé pour faire de la croissance dans les années à venir, de même que le bâtiment de Kamsas qui est taillé pour faire de la croissance. Tout a été conçu pour faire de la croissance dans les années à venir et dérouler notre business plan. Donc ça, c'est l'équipe administrative. Évidemment, on a des équipes terrain qui font tourner les machines, des chefs d'équipe et des opérateurs de production qui tournent en 3-8. Du lundi matin au vendredi dans la nuit. Donc, on a en plus de cette équipe administrative et je dirais de coordination, vraiment une trentaine de salariés qui sont opérationnels et répartis sur les 2 usines. Notre stratégie commerciale, ça, je vais peut-être plus en parler. Allez, pour la stratégie commerciale, on a 3 éléments forts, 3 types d'emballages sur lesquels on souhaite se développer et pousser nos ventes. Donc, le premier, c'est les emballages recyclés. Comme le disait Olivier, on va spécialiser notre site de Castel-Sarrazin, que le site historique, sur le 100% recyclé. Ce qui est très intéressant pour nous parce que tout ce qui est produit sur la nouvelle usine de Kamsas et qui est, par exemple, jugé non conforme par la qualité ou tous les déchets qu'on peut générer lors de la production va être recyclé sur le site de Castel. Donc ça, c'est intéressant en termes d'économie circulaire. Et aussi, on s'approvisionne auprès des déchetteries, tout simplement, pour avoir de la matière première. Et donc là, il y a un vrai marché sur des calages pour le vin ou des porte-gobelets. Donc ça, c'est des produits sur lesquels on souhaite se développer, ou même des calages pour l'électronique, pour remplacer le polystyrène, etc. Ensuite, on a un deuxième levier sur lequel on est quand même bien placé aussi, c'est tout ce qui est les emballages alimentaires.
donc avec et sans liner. On propose aujourd'hui des produits sans liner qui sont les barquettes pour les fruits, par exemple, ou les barquettes surgelées. Et tout ce qui est avec liner, c'est dès qu'on a une DLC, une durée de conservation dans la barquette qui va dépasser les 2-3 jours, quoi. Donc là, on va avoir tout ce qui est barquette pour la restauration collective. On va avoir des barquettes également pour le café, pour la longue conservation. On peut avoir des barquettes aussi pour des plats cuisinés. Donc là, il y a une forte demande, souvent de grosses entreprises françaises qui viennent à nous pour développer une solution sur mesure qui doit passer sur leur ligne de conditionnement, comme la barquette plastique, c'est ce que je disais tout à l'heure. De la même façon, sans révolutionner leur outil de production, on doit passer sur les mêmes lignes de production. Et le dernier pendant, c'est tout ce qui est calage premium. Donc là, on a 2 gros clients qui sont Nespresso et l'Occitane, pour ne citer que. Mais c'est vrai qu'il y a une forte vague de clientèle dans le luxe qui souhaitent s'approvisionner en France sur des solutions de calage qui sont aussi simples pour le conditionnement. C'est-à-dire que notre concurrent, ça peut être le carton sur le calage, sauf que ça demande beaucoup de manipulation. C'est relativement complexe à gérer, alors que nous, avec la cellulose moulée, on arrive, ils mettent dans le carton, ils mettent les produits, c'est fini. Donc, c'est un vrai gain de temps pour eux et c'est une vraie valeur ajoutée sur notamment un emballage qui va rester esthétique, propre, lisse et vraiment épouser les formes du produit comme le faisaient avant les emballages ou les calages en plastique. Et il faut savoir juste un petit point sur la concurrence quand même, c'est qu'aujourd'hui, nous, on considère que nos concurrents, ils ne sont pas français ou européens, ils sont surtout asiatiques et chinois beaucoup. Et c'est pour ça que nous, on communique beaucoup sur le fait qu'on fabrique en France avec de la matière française, puisque c'est vraiment notre ADN et puis la réalité de ce que l'on veut faire. Mais on est concurrencé par des imports asiatiques importants. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire du sur-mesure et des choses très techniques et très adaptées à nos clients pour qu'il y ait un vrai intérêt à s'approvisionner localement plutôt qu'à l'autre bout du monde. Notre ambition, peut-être que tu veux en parler ? C'est d'être le référent des solutions d'emballage écologique. Vous avez compris, enfin, en cellulose moulée, bien entendu, puisque c'est ça qu'on sait faire. Nos emballages, ils doivent être durables, faits localement et avec une logique d'économie circulaire, notamment entre nos 2 sites de production, mais pas que. C'est-à-dire que l'ensemble de nos emballages doit avoir une fin de vie vertueuse. Nos objectifs à partir de maintenant et pour les 5 ou les 6 années qui viennent, c'est de continuer à fidéliser nos clients historiques, bien sûr, puisqu'on sait que le coût d'acquisition d'un nouveau client est important, donc il faut tout faire pour les conserver. Il faut être bon en qualité et en délai, bien entendu. On a beaucoup investi déjà sur la R&D pour lancer des innovations. Et ce qu'on a fait pour certains clients, ça doit être dupliqué sur d'autres derrière. Donc, il faut qu'on capitalise sur notre R&D et sur nos efforts d'innovation déjà engagés. On vise des marchés plutôt premium, cosmétiques, luxe, électronique. En tout cas, pas des boîtes à eux ou des marchés vraiment de masse avec une qualité faible, comme Audrey l'a expliqué. Après, on est aussi dans l'agroalimentaire avec des marchés un peu plus larges que le luxe ou l'ultra-luxe, mais on balaye tout ce panel de clients-là. Donc, Audrey a expliqué qu'on a des projets de R&D en cours, labellisés France 2030, notamment pour une solution sans liner, c'est-à-dire des barquettes étanches, mais sans liner. On a des ambitions de doublement de l'outil de production avec un bâtiment qui est déjà là. Il faut juste, entre guillemets, le remplir de nouvelles machines et faire l'extension du bâtiment pour mettre les lignes suivantes dans 2 ans à peu près. Sur l'accélération du développement, donc vous avez compris qu'on a lancé une nouvelle usine, donc ça nous a demandé déjà beaucoup d'investissements et beaucoup d'investissements personnels et financiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait la première levée il y a 3 ans auprès de l'ITA, c'était pour amorcer cette nouvelle usine. Donc, vous voyez qu'on l'a fait. Vous le voyez d'ailleurs derrière nous, puisque là, on est sur le site de Kamsas et on voit les machines qui, normalement, doivent tourner derrière nous, avec des boutons verts un peu partout. Ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il y a une réglementation française et surtout européenne qui a été décidée, ça s'appelle PPWR, et qui va quand même contraindre à réduire beaucoup les emballages de plastique à usage unique, et donc à trouver des solutions, soit de réutilisation, soit à usage unique, mais compostable ou biodégradable. Et on a aussi un effort de qualité à faire pour aller chercher des certifications que nos clients les plus exigeants nous demandent, de type BRC pour ceux qui connaissent. Voilà pour nous. Donc, si vous avez des questions. Merci à tous les deux.
Oui, bah justement, merci beaucoup, c'était très complet. Le fait de conclure aussi sur l'accélération de votre développement, c'est aussi la raison de la levée de fonds qui est en cours sur l'ITA, c'est pour financer aussi ce développement, cette accélération aussi pour vous. La première levée de fonds, en effet, avait été d'ailleurs record sur l'ITA. En quelques jours, vous aviez levé 600 000 euros en obligations par près de 300 personnes. Et d'ailleurs, il y a, je pense, des investisseurs historiques qui sont sûrement connectés, qui seront prioritaires d'ailleurs sur l'ouverture de votre capital dans les jours à venir. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc que Cellulopac propose aujourd'hui d'ouvrir son capital aux particuliers via l'ITA pour un montant maximum de 700 000 euros. Donc, il y a déjà 700 000 euros qui sont réservés par près de 400 personnes actuellement. Vous pouvez encore réserver votre place. Ce sera la règle du premier arrivé, premier servi qui sera appliquée, étant donné qu'on a vraiment voilà, on n'aura pas de place pour tout le monde. Mais merci en tout cas pour cet engouement. Je pense que Cellulopac est vraiment un acteur clé industriel que l'ITA soutient dans sa thèse d'investissement. Et d'autres acteurs aussi souhaitent soutenir Cellulopac. On a d'ailleurs Louise Swisstech qui est connectée à ce live que je vais pouvoir faire monter sur scène également. Alors Louise, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'envoie une invitation. Donc Louise, qui est directrice du fonds d'investissement L'ITA Sobriété Juste. Merci Louise d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Louise. Bonjour Louise. On m'entend, c'est bon? Oui, on t'entend. Oui, peut-être l'idée de ma participation, c'était de vous présenter le fonds L'ITA Sobriété Juste et de vous expliquer un peu le mécanisme, puisque Cellulopac est un investissement, co-investissement entre la plateforme et le fonds. Donc, ça fait plusieurs mois maintenant qu'au sein de l'ITA, nous travaillons au lancement de ce véhicule d'investissement, qui est un fonds d'investissement que nous avons levé auprès d'investisseurs professionnels. Et l'idée de ce fonds est de se positionner en co-investissement avec les investisseurs l'ITA de la plateforme afin de se positionner sur des tours de table avec des montants plus importants pour pouvoir vous proposer toujours des entreprises, des startups en accélération ou de belles PME sur des nouveaux cycles de croissance comme Cellulopac qui parfois ont des besoins d'investissement plus importants. Et donc, l'idée de ce fonds est de multiplier notre capacité d'investissement pour pouvoir sécuriser et proposer ces deals aux citoyens à travers l'ITA. Le fonds a été levé au cours de la dernière année et donc là, il est en cours de déploiement, il est actif. La manière dont il fonctionne, c'est donc de se positionner en co-investissement avec la plateforme selon les mêmes conditions. Donc, l'idée est de partager donc, le ticket global LITA entre les citoyens et le fonds qui viendra compléter. Ça nous permet donc là de discuter d'un tour de table pour un montant total de 2 millions d'euros qui sont les besoins de financement pour le développement de Cellulopac et donc une partie à travers la plateforme pour les citoyens et une partie pour le fonds d'investissement. Merci beaucoup Louise. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Voilà. Là-dessus, donc en effet, le dossier est en cours d'études et devrait se confirmer prochainement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une poche qui est ouverte aux particuliers de 700 000 euros. Je réponds juste à Richard pour vous rassurer, Richard. Il n'est pas trop tard pour réserver votre place. En effet, on a déjà des 700 000 euros qui sont réservés, mais c'est le premier arrivé, premier servi lors de l'ouverture des souscriptions qui fera office de validation de votre souscription. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Il n'est pas trop tard. Donc, pour rappel, c'est un investissement du coup en actions via holding. Donc, c'est un montage juridique. Vous investissez dans un véhicule intermédiaire qui est créé spécialement pour la levée de fonds via la plateforme LITA, qui rassemble donc l'ensemble des actionnaires LITA sous une même entité juridique au sein du capital de Cellulopac. À partir de 300 euros, vous pouvez investir. Cet investissement n'est pas éligible à la réduction d'impôt en cette fin d'année parce que Cellulopac a plus de 10 ans d'ancienneté. C'est ça. Mais par contre, il offre quand même un taux de rendement annuel annoncé à 15% pour les investisseurs. Donc ça, c'est conclu dans la term sheet entre Cellulopac et l'ITA et ses co-investisseurs.
Donc ça, vous aurez l'ensemble des conditions d'investissement détaillées dans le FICI, donc le document AMF qui sera prochainement disponible dès l'ouverture des souscriptions. Il y a aussi des clauses de liquidité qui sont prévues dans le pacte d'actionnaires qui permet vraiment aux investisseurs d'avoir des perspectives de sortie beaucoup plus claires sur cet investissement-là. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous renseigner dans le dossier d'analyse qui vient d'être publié là, il y a quelques jours, en téléchargement, disponible en téléchargement sur la page de Cellulopac. Voilà. Du coup, on est sur un investissement à horizon 6 ans. Avec un potentiel de rendement à x2, voire x2,3 de votre investissement au départ. Donc, ce qui est quand même un investissement assez rentable. C'est une valorisation qui a été, alors c'est 7 millions d'euros qui a été définie par les investisseurs. Je vous propose qu'on passe aux questions. On en a quelques-unes, principalement posées, je pense, pour l'instant à Olivier et Audrey. Alors, première question, cette levée va permettre d'investir notamment dans de nouveaux équipements industriels pour accompagner la croissance. Quel est le montant exact de ces investissements? Pour quel chiffre d'affaires? Et cela comprend-il des investissements en infrastructures? Alors, oui, bien sûr, la levée de fonds, elle est destinée à financer des investissements. Et je précise aussi à faire effet de levier auprès de nos partenaires bancaires et autres pour venir aussi financer ces investissements. Donc, c'est pas... l'ouverture de capital ne va pas financer directement l'achat des machines, mais va contribuer à faire effet de levier pour obtenir tout un ensemble de financement. Donc, c'est ça qui est important. Dans la nouvelle usine de Kansas, en fait, le bâtiment a été conçu pour 6 machines, 6 ce qu'on appelle les thermoformeuses dans notre jargon cellulose moulée. On en a 3 qui sont déjà opérationnelles, qui tournent déjà en 3.8 et qui sont déjà saturées. On a la 4e qu'on est sur le point de recevoir et d'installer. Et on a donc 2 autres machines pour que le compte soit rond. Donc, le but, c'est d'acheter très rapidement ces 2 autres machines pour les installer en 2026 et avoir saturé complètement la phase 1 de l'usine de Kansas fin 2026. Et le projet, c'est de doubler la capacité de cette usine, c'est-à-dire de passer de 6 à 12 dans les prochaines années. Et pour ça, comme je crois que c'est Richard, c'est ça qui posait la question, pour ça, il va falloir faire l'extension du bâtiment. Donc, le bâtiment n'appartient pas à Cellulopac, il appartient à une SCI qui nous appartient à nous. Donc, je pense que l'investissement LITA ne va pas être utilisé pour construire l'extension du bâtiment, mais va permettre d'obtenir des financements pour que la SCI puisse faire l'extension du bâtiment. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais acquisition de nouvelles machines, extension du bâtiment pour mettre d'autres machines dans une seconde vague d'investissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans cette usine-là, on exploite 3 machines et en fin d'opération, c'est-à-dire dans 5 ou 6 ans, on espère en être à 12, plus les machines qu'on a déjà dans l'usine de Castel-Sarrazin et qui continuent à tourner et à produire et qui sont, elles, déjà financées et même finies de payer. Très bien, il y avait une question aussi de la même personne. Alors, c'est pas Richard, mais c'est une autre personne qui avait posé une question sur la fiche projet sur le site. Est-ce que l'infrastructure est portée par Cellulopac ou par une SCI? Oui, le bâtiment est porté par une SCI, enfin par 2 SCI, même sur les deux usines, c'est 2 SCI différentes. Très bien, merci beaucoup pour tes réponses. On a une autre question. Donc, à la lecture de l'analyse LITA, on constate une baisse de la marge brute de 77% sur le CA 2025, passant à 49% en 2030. Pourquoi une telle baisse? Parce que vous pourrez lire dans le dossier d'investissement qu'on a fait, comme on l'a dit avant, on a fait énormément de recherche et développement et de mise au point technique de machines, de produits, de nouveaux procédés au démarrage de cette usine qu'on aura encore en 2025, qu'on a eu en 2024. Donc, il y a pas mal d'efforts de R&D qui ont été immobilisés. Et ça fait monter le taux de marge brute. Ça contribue à l'EBITDA et à la marge brute de manière importante. C'est pour ça que le taux il est très, très élevé aujourd'hui. Demain, il va rester encore très confortable et très sympathique, mais inférieur à celui d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on annonce une baisse de la marge brute dans les années à venir pour cette raison-là, mais en restant sur des niveaux très, très sympathiques et très, très motivants pour nous. Pour ce qui est de l'autre question sur la masse salariale, donc il y a effectivement une croissance du chiffre d'affaires, comme vous l'avez compris. En fait, il y a 2 facteurs qui font qu'on va être très attentif à limiter la masse salariale.
Le premier, c'est qu'on vous a présenté tout à l'heure le staff, c'est-à-dire les cadres qui sont déjà en place et qui, le staff va rester inchangé, que l'on exploite 3 machines dans la nouvelle usine ou qu'on en exploite 6, 9 ou 12. Donc, cette masse salariale-là, hormis les évolutions de salaire normales et les primes, etc. Enfin, ce volant-là va rester quand même très, très stable ou en faible évolution. Et le deuxième facteur, c'est aussi l'automatisation des process de production. Vous voyez derrière qu'il y a un robot bleu là, qui se promène et qui bouge devant la machine. Depuis 4 ans, on a fait beaucoup d'efforts pour automatiser la production, pour réduire la masse salariale et la réduire en pourcentage du chiffre d'affaires, et aussi pour rendre le travail des gens plus intéressant, que ce soit plus du contrôle, du pilotage de machines, plutôt que juste ramasser des barquettes en sortie de tapis, ce qui est à la fois pas intéressant, très répétitif et pour l'entreprise coûteux. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment être très attentif à ce que le pourcentage de masse salariale dans le chiffre d'affaires soit en décroissance les années à venir. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair pour vous. Nous avons une question de Yann Tessier. Alors, du coup, il voulait être sûr de la poser si ce n'était pas traité lors de la présentation. Quel est le différentiel typique de prix entre votre emballage typique et un emballage en PET ou polystyrène? Alors, si on compare aujourd'hui, alors ça va être difficile de le dire parce que souvent, nous, on va se positionner sur des marchés très spécifiques et sur mesure. Donc, on n'a pas les prix du standard du marché puisque déjà, nos clients font appel à du sur-mesure, donc ils ne sont pas dans des prix, je dirais, habituels du plastique. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, les clients sont prêts à faire un petit effort sur le prix parce qu'ils veulent absolument gagner en image, gagner aussi tout simplement par rapport à leur bilan carbone, etc. Donc, ils sont prêts à faire un effort sur le prix. Donc, je dirais qu'on est légèrement plus cher sur la partie barquette plastique, mais je dirais peut-être de l'ordre de 15-20% à peu près. Sur la partie polystyrène, en revanche, alors là, il y a un écart qui est très important. Qui est même abyssal. Mais pour le coup, pour le polystyrène, c'est encore une problématique. Il n'y a pas de filière de recyclage. C'est un matériau qui est très décrié, très polluant, etc. Donc là, c'est même quelque part une réglementation qui les pousse à changer. Et je dirais que, par contre, le gros gain qu'ils ont à faire avec nous, ça va être des gains de logistique. Par exemple, le polystyrène prend beaucoup de place dans un camion, c'est très volumineux, alors que nous, on arrive à faire des produits qui vont avoir la même résistance mécanique que le polystyrène, mais sur une épaisseur qui va être moindre, qui va être inférieure à 1 millimètre d'épaisseur. Donc, si on prend juste l'emballage pur cellulose moulée par rapport à l'emballage polystyrène, on va être plus cher. En revanche, si on prend vraiment toute la chaîne, qui va de la production jusqu'à la livraison, là, on va être beaucoup plus comparable au polystyrène. Voilà. Merci beaucoup, Audrey, pour tes réponses. N'hésitez pas à nous dire, Yann, si c'est assez clair pour vous. Il y a une seconde question du coup de Yann aussi sur le sourcing bois. Votre sourcing bois est PEFC, mais s'agit-il de coproduits du bois ou d'arbres abattus spécifiquement pour générer la matière première? Alors, il s'agit de plutôt coproduits du bois, en fait. En règle générale, c'est une matière qui a été abattue pour le coup pour faire, par exemple, des planches de bois ou des matériaux bois. Et nous, on va utiliser le résidu de ça pour venir fabriquer notre pâte vierge, en règle générale. Après, ces arbres dits abattus, il faut bien comprendre que c'est vraiment une mécanique très spécifique. C'est du bois d'éclaircie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, la certification PEFC, que ce soit PEFC ou FSC, sont extrêmement strictes là-dessus. L'idée, c'est de ne pas détruire les forêts, de replanter plus d'arbres que ce qu'on en arrache et de ne pas détruire les habitats aussi de nos amis, les oiseaux qui vivent dans la forêt, qui sont bien confortablement installés dans les arbres. Alors, je parle des oiseaux, mais il n'y a pas que les oiseaux, il y a d'autres types d'animaux. Mais ça, c'est vraiment très, très important et ça fait partie vraiment de l'engagement PEFC. Ils sont extrêmement rigoureux là-dessus. Et le bois d'éclaircie, c'est souvent un bois qui vient empêcher les autres arbres les plus beaux de la forêt de pousser. Donc, en fait, on coupe des arbres qui, entre guillemets, gênent le bon équilibre de la forêt. Donc, c'est un équilibre très compliqué à trouver, mais il faut savoir que malgré tout, c'est très, très bien géré. Et nous, on est vraiment
regarder de très très près. Il y a énormément de réglementations. Il y a le UIDR aussi qui vient de sortir, qui nous oblige à venir tracer à la parcelle de bois l'origine exacte du bois. Donc, on ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine-là. Et on utilise aussi du carton recyclé et du bois recyclé. Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir cette chaîne aussi vertueuse. Très clair, merci beaucoup. Il y a une question pour toi, Louise, d'Arthur, qui demande quels sont les critères de sélection du fonds LITA. Oui, c'est une très bonne question, puisque le fonds de co-investissement LITA Sobriété Juste, en effet, a une thèse d'investissement plus restreinte que tout ce qui est proposé aujourd'hui sur la plateforme. Le fonds ne co-investira pas avec tous les projets aujourd'hui proposés aux citoyens. Sa thèse, c'est d'investir aujourd'hui dans une quinzaine d'entreprises sur des tickets d'investissement de 1 à 3 millions d'euros. Donc, on a déjà un premier critère de taille de tour de table. C'est un fonds qui investit exclusivement en actions, en equity, sur des positions minoritaires. C'est un fonds qui vise 3 secteurs d'investissement particuliers pour répondre à sa thèse aussi d'objectifs environnementaux et sociaux. Le premier secteur, qui est plutôt un secteur industriel et énergétique, donc on rentre par exemple le cellulopaque, l'objectif étant d'accompagner des entreprises qui vont proposer de nouveaux matériaux, des solutions énergétiques, travailler sur les batteries, la flexibilité, voilà. Le deuxième secteur, agriculture, alimentation durable, on va retrouver des entreprises qui viennent travailler sur toute la filière, de l'agroécologie à la distribution, par exemple en circuit court. Le troisième secteur est consommation durable, des entreprises plutôt du coup B2C qui viennent proposer par leurs produits ou leurs services des nouveaux usages aux citoyens. Et l'objectif général du fonds est ainsi de financer des entreprises qui viennent proposer de nouveaux modes de production et de consommation pour participer à l'atteinte des accords de Paris, tout en créant un maximum d'emplois durables sur le territoire français. Donc, c'est un fonds français. Les cibles correspondent un peu à la taille des tickets, c'est-à-dire qu'on va plutôt se positionner sur des startups au niveau de la série A, donc pas qui ont déjà éprouvé une partie de leur modèle et qui cherchent à une levée pour accélérer, ou des PME sur des nouveaux cycles de croissance, moitié startup, moitié PME. Voilà. Et donc le fonds, lui, a l'objectif de taille, c'est une cinquantaine de millions d'euros qui doit être déployé dans les 4 prochaines années. Donc on investira environ 3-4 investissements par an. Et à chaque fois, ces investissements seront proposés en co-investissement sur la plateforme. Merci beaucoup, Louise. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si c'était assez clair pour vous aussi, Arthur. On pourra répondre aussi à vos questions sur le fond dans d'autres contextes. On a une question de Richard concernant le montant à investir pour un particulier. Ça, c'est une bonne question. Quel est le bon montant pour un particulier à investir? Est-ce que c'est 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros? L'objectif pour un particulier est-il de recevoir des dividendes annuels ou bien attendre 5 ou 10 ans pour revendre des actions ayant pris de la valeur? C'est une bonne question, Richard. Merci de la poser. C'est vrai que l'ITA accompagne les investisseurs particuliers, que ce soit leur premier investissement ou dans leur démarche d'investissement plus long terme sur le non-coté. Donc aujourd'hui, c'est des offres d'investissement qui sont quand même risquées. Donc vous avez un risque de perte partielle ou totale de votre capital aujourd'hui quand vous investissez sur du non-coté. Donc c'est pour ça que régulièrement, on remet en avant la règle des 10%. On conseille de ne pas investir plus de 10% de son épargne globale en tant que particulier. Donc c'est plutôt votre patrimoine qui est disponible. Donc ne pas investir plus de 10% de cette somme-là sur des projets sur la plateforme LITA, sachant que certains projets sont plus ou moins risqués selon notre analyse. Donc ça, vous pouvez avoir accès à toute notre analyse des risques directement sur la page de chaque levée de fonds, mais également dans le dossier d'analyse LITA. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec notre équipe qui vous accompagne en fait pour aussi réfléchir à quelle est la poche d'investissement la plus adaptée à votre profil de risque, à votre situation, pour choisir la somme à allouer, notamment dans Cellulopac aujourd'hui. Pour vous donner une idée, sur l'ITA, le ticket moyen est plutôt autour de 1 900 euros.
pour un particulier, sachant que chaque particulier n'a pas forcément la même situation. Donc, c'est très important que vous réfléchissiez d'abord à quelle est votre situation, votre poche disponible pour investir, pour savoir quelle somme allouer sur les projets LITA. Donc, l'objectif pour un particulier n'est pas forcément de recevoir des dividendes, parce que c'est assez rare quand même sur les projets qu'on propose. La philosophie, souvent, n'est pas forcément d'avoir un versement de dividendes régulier. Là, en l'occurrence, il est possible potentiellement qu'il y ait un versement de dividendes, mais l'idée, c'est d'investir à horizon moyen-long terme pour financer l'économie réelle, pour créer vraiment de la valeur pour l'entreprise, qu'elle ait le temps de se développer grâce à l'argent qu'on va pouvoir récolter sur la plateforme et qu'elle va pouvoir lever pour créer l'emploi, accélérer son développement, etc. Donc, c'est la logique aussi c'est dans notre ADN aussi chez LITA de l'investissement à impact. Il y a une question de Quentin qui pose justement la question: quels sont les risques pour les investisseurs et pour l'entreprise? Aujourd'hui, les risques pour les investisseurs, je vous en ai un petit peu parlé d'une manière générale. Il y a un risque à la fois d'illiquidité, c'est-à-dire que vous bloquez votre argent pendant un certain nombre d'années. Vous ne pouvez pas le récupérer avant cette durée-là et avant qu'il y ait une proposition de sortie qui soit faite aux actionnaires par l'entreprise et à ce moment-là et qui sont prévues, généralement, c'est des conditions qui sont prévues dans la term sheet. Et il y a aussi des risques qui sont propres à l'investissement parce que l'entreprise fait partie d'un secteur qui peut être à risque. Donc ça, vous avez vraiment le détail pour l'investissement dans Cellule Opaque qui est sur la fiche directement sur le site LITA. Donc à la fois risque de marché, risque opérationnel, risque de gouvernance. Nos analystes passent vraiment une analyse très fine et très rigoureuse sur l'ensemble de ces éléments-là. Et pour l'entreprise, le risque, quel est le risque pour l'entreprise aujourd'hui de lever des fonds sur l'ITAB? Il n'y en a pas vraiment. J'en vois pas, à part qu'elle ne puisse pas récolter la somme souhaitée. Donc ça peut être un risque aussi. Là, en l'occurrence, pour Cellule Opaque, ce n'est pas trop inquiétant, étant donné qu'on a déjà une somme réservée à hauteur de... Peut-être qu'on peut... Oui, vas-y, je t'en prie. Peut-être qu'on peut juste repréciser que l'investissement dans l'ITA reste, la plateforme plus le fonds reste minoritaire. C'est-à-dire que par défaut, bien sûr, ou par définition, la majorité reste aux mains de Audrey et moi et les actionnaires qu'on vous a présentés tout à l'heure. Donc nous, on a nous-mêmes, bien entendu, investi beaucoup d'argent. Et que donc évidemment, il y a des risques comme Émilie l'a expliqué et elle a tout à fait raison de le rappeler. Mais qu'on travaille pour faire fructifier cet argent, puisque en fait, tout le monde a le même intérêt. Donc voilà, je rappelle juste qu'on est nous-mêmes très impliqués à la fois dans notre travail et par l'argent qu'on a déjà investi et qu'on continuera d'investir pour développer tout le potentiel de la société. Peut-être qu'on peut compléter aussi qu'on va constituer un comité stratégique avec l'ITA notamment, et que l'ITA a la possibilité de nous accompagner dans des décisions très importantes. Au-delà des possibilités, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre sans l'ITA, tout simplement. Donc ça sécurise aussi, je dirais, le projet de toutes parts. Nous, ça nous permet d'avoir un point de vue extérieur aussi. C'est intéressant de confronter aussi nos points de vue et nos idées. Et ça nous permet d'avancer beaucoup peut-être sereinement tous ensemble à prendre des décisions d'investissement. C'est souvent ces décisions-là qui peuvent être les plus touchy. Donc voilà, il y a quand même un risque qui est relativement mesuré. Sur les orientations commerciales aussi, parce que c'est vrai que nous, ce qui nous a plu dans le fait de collaborer avec l'ITA, avec Louise et Margot, c'est que, et Émilie bien sûr, c'est qu'effectivement, elles sont amenées à travailler avec d'autres acteurs qui peuvent, je pense, je ne sais pas si on peut le citer ou pas, mais d'autres, Silcoa par exemple, qui est quelqu'un qui peut être un partenaire ou un fournisseur pour nous. Et donc, tout cet écosystème dans lequel les gens de l'ITA sont baignés et très imprégnés, nous, on se dit que ça nous fait sortir un peu le nez de notre usine aussi, et ça nous aide à bien identifier les opportunités de demain. Donc, voilà. Il y a aussi des réflexions qui vont être partagées sur le développement commercial, la stratégie, le type de clients à aller chercher, les innovations à aller chercher, etc. Donc, nous, on est content que ça nous aide à nous remuer les méninges comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais d'une manière un peu différente et un peu plus ouverte peut-être. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir complété. On a une nouvelle question de Cyril
Donc, on retourne plutôt sur la croissance des ventes. Donc, croissance du BFR, votre trésorerie est descendue à un point bas, semble-t-il. Avez-vous quelques chiffres sur les aspects prévision de trésorerie? Y a-t-il un risque et comment Alors, est-il évalué? effectivement, la trésorerie a été, la trésorerie est à un niveau bas puisque, pour une raison principale, c'est le lancement de cette nouvelle usine de Kamsas où on a beaucoup investi à la fois sur le matériel, sur la R&D. On a eu des stocks aussi, enfin, la croissance du BFR, comme le met Cyril. Donc ça, c'est sûr que ça tend la trésorerie, mais ça, on le savait. Il y a quelque chose qui nous a quand même pas mal pénalisé ces dernières années, c'est quand même la crise énergétique suite à la guerre en Ukraine, où les prix de l'électricité ont beaucoup augmenté. Ça, tout le monde le sait, on en a parlé pas mal dans les médias. Nous, dans l'industrie, avec une consommation d'énergie assez importante pour pouvoir presser et sécher correctement toute cette pâte à papier, c'est quelque chose qui nous a beaucoup impacté. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'au 1er janvier 2026, on en sort complètement puisque le dernier contrat d'électricité qu'on a encore à des prix élevés post-guerre en Ukraine sera terminé. Donc, on part sur des prix de marché beaucoup plus normaux, on va dire. Et ce, jusqu'à 2029, puisqu'on a souscrit jusqu'à 2029. Donc, on sait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise de ce point de vue-là. Donc, ça, outre les besoins en trésorerie qui ont été liés au lancement de l'activité comme ça, il y a cet aspect crise énergétique qui a joué. Donc bien sûr, il y a des prévisions de trésorerie qui ont été faites, qui ont été discutées et réfléchies avec l'ITA. Oui, peut-être préciser, le processus de levée de fonds prend du temps. Et donc forcément, les investissements continuent et sont anticipés aussi, comme la nouvelle machine qui arrive. Donc forcément, parfois, le temps fait qu'il y a des investissements qui ont continué en anticipant aussi la levée de fonds et l'arrivée des fonds qui permettent de continuer à investir. On a des partenaires bancaires qui nous suivent bien, ceux qui regarderont le dossier d'analyse en détail quand même verront qu'on a été bien suivi par les banques pour investir jusqu'à maintenant. Mais là, c'est vrai qu'on avait besoin de lever ces fonds pour se donner plus d'air, l'effet de levier, tout simplement, pour aller chercher des financements de demain. On a quand même un certain nombre de subventions aussi qui ont été déjà obtenues ou qui sont encore à obtenir, qui est quand même mettre du beurre dans les épinards et qui sont notamment France 2030, là, pour la solution dont on a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, la trésorerie, c'est un sujet important. On y est très, très, très attentif et on continuera à l'être de toute façon dans les années à venir. Merci à tous les trois pour ces informations. N'hésitez pas à nous confirmer dans le chat si c'est assez clair pour vous. On a une question dans le chat d'ailleurs qui ne sont pas posées dans les questions. Bruno demandait la baisse de valorisation de ce dossier. Donc, est-ce que la question, c'est sur quoi est basée les 7 millions d'euros, peut-être? Comment a été calculée la valorisation? En effet, donc on est parti sur une valorisation de 7 millions pré-monnaie. Donc, on a fait un travail de valorisation de l'entreprise sur différentes méthodologies, des DCF qui permettent d'actualiser les futurs de l'entreprise et puis aussi une vision sur les multiples de CA et d'EBITDA, notamment sur des comparatifs un peu du secteur du packaging aussi, avec la perspective de potentiellement un rachat par un industriel de cette industrie dans les années à venir. Par ailleurs, il y avait d'autres fonds aussi qui se positionnaient et qui permettait d'avoir avec une valo équivalente qui permet donc de se positionner nous, côté l'ITA, sur la valorisation. Et puis, c'est le fruit d'une négociation. Et donc, 7 millions pré-monnaie, c'est la valorisation retenue. Très bien, merci. On a Quentin qui dit « Pourquoi pas développer des ENR sur les usines pour plus d'indépendance énergétique ?» Je ne sais pas ce que c'est les ENR. Les énergies renouvelables, pardon. Les énergies renouvelables, pardon. On n'a pas dit. C'est vrai que vous avez raison de poser la question parce qu'on a 2000 m² de panneaux solaires sur la nouvelle usine à Kamsas. Donc, ça nous aide bien puisqu'on est en autoconsommation. Là, aujourd'hui, il fait un temps magnifique là, près de Toulouse. Donc, on a une partie de nos machines qui tournent grâce aux panneaux solaires sur le toit. L'honnêteté m'oblige à vous dire une partie seulement puisque les panneaux solaires ne suffisent pas pour nos machines, mais ça réduit quand même sensiblement la note. Donc c'est déjà fait. Trop fort.
Merci beaucoup pour les informations. Écoutez, j'en profite pour rappeler que l'ouverture des souscriptions est prévue dans les prochains jours, comme je disais aussi au démarrage. Donc, pensez à valider votre profil investisseur si vous ne l'avez pas encore fait ou à mettre à jour vos documents d'identité pour que vous puissiez investir en temps et en heure dès le top départ qui, du coup, on vous précisera l'heure et le jour exact dans les prochains jours pour que vous puissiez vous préparer, en tout cas, ces courants semaines prochaines. Voilà, j'ai pas précisé également, mais c'est précisé un peu partout sur le site aussi. L'investissement est éligible au PEA, PME, donc plan épargne action. Si vous en avez un, à partir de 6 000 €, vous pouvez investir via ce dispositif fiscal. Et vous pouvez également, cet investissement était également éligible à l'apport cession, donc le 150 OBTR. Si vous voulez en savoir plus sur ces dispositifs fiscaux, vous pouvez regarder dans notre centre d'aide. En tout cas, l'apport cession, c'est très spécifique. Lorsque vous avez vendu vos parts de société, vous pouvez être exonéré de la plus-value en directement réinvestissant au capital d'entreprise française. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos questions. Merci à Olivier et Audrey d'avoir donné de votre temps, répondu aux questions. Merci Louise. On se retrouve très bientôt pour l'ouverture de la collecte. Et puis, bon appétit, bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.